laisser la parole à Laurence Delperrin des équipes populaires et à Mathieu Lecrème de l'AID formateur PMT. Ils vont vous relater un projet d'histoire digitale qu'ils ont mis en place dans une session PMT. Donc ils vont vous expliquer ce que c'est et ils vont aussi vous expliquer comment ça s'est passé et j'espère qu'ils vont vous montrer des exemples de réalisation des stagiaires et voilà, c'est très intéressant et vous aurez l'occasion de leur poser vos questions après. Donc cette présentation en tout et pour tout va durer 1h30 avec vos interactions et après avant le lunch. Voilà. Je leur laisse la parole. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là pour nous écouter. Donc, en fait, l'originalité, je dirais, de notre projet, c'est qu'on s'est associé entre les équipes populaires, donc c'est une association qui fait un travail d'éducation permanente, donc avec un public d'adultes de 18 ans et plus. On travaille dans différents groupes, entre autres à l'invitation des services d'insertion socio-professionnelle des CPAS, dans les cités du quartier, dans des associations comme le collectif des femmes à l'œuvre. Enfin, voilà, on fait un travail d'éducation permanente où on reviendra un peu sur les thématiques qu'on traite. Et donc, on a demandé pour ce projet Histoire digitale, on a proposé à l'AID de Nivelles de s'associer à nous pour amener aussi tout le cadre justement PMTIC, parce que notre projet allie à la fois éducation permanente et PMTIC. Donc voilà, moi je suis là pour les équipes populaires et Mathieu Lecrème représente et a travaillé avec nous donc pour l'AID de Nivelles. Voilà, donc bonjour, moi je m'appelle Mathieu Lecrème, je suis formateur technique à l'AID du Brabant-Wallon. Et donc j'interviens principalement dans la section bureautique en donnant toute une série de cours sur l'Internet, sur Outlook, sur la gestion des systèmes d'exploitation, etc., etc. Et donc en parallèle à ça, on organise 3 fois par an des sessions PMTIC. Et donc on a travaillé avec Laurence au mois de juin pour expérimenter donc, cette fameuse technique des histoires digitales. Voilà, à tout à l'heure. Voilà. Alors moi, pour situer un peu le projet des histoires digitales, je dirais que c'est un projet qui nous est venu à la fois de Flandre, qui est passé par le Guatemala, le Brésil, le Honduras, et donc qui est mené par un partenaire flamand qui travaille pour une ONG belge qui s'appelle DISOP. Et donc il a développé son projet d'histoire digitale dans des écoles d'agriculture en alternance. Donc moi j'ai eu vent de ce projet et je suis partie là-bas au Guatemala pour voir comment tout ça se passait. Donc le travail, l'idée était de former des éducateurs et des enseignants en école agricole, donc de les former à cette méthode. Et puis donc au niveau des équipes populaires, on s'est dit que c'était une méthode qui était intéressante parce que c'était une nouvelle façon de travailler nos questions d'éducation permanente qui se situe donc sur des grands enjeux de société, des grands enjeux d'aujourd'hui. C'est comprendre dans quel monde on vit, comment fonctionnent les institutions, pour être donc des citoyens plus au fait et donc pour pouvoir agir et aller dans le sens de plus de justice sociale, je dirais. Et donc voilà, on a intitulé le projet Les histoires digitales ou l'utilisation créative des nouvelles technologies dans un contexte d'éducation permanente. Alors peut-être le mieux pour voir de quoi il s'agit, parce que c'est de commencer par vous montrer une ou deux histoires digitales. Alors on va vous montrer quelques choses qu'on ne sait pas non plus, des vidéos qu'on va programmer à la télévision. C'est fait par des personnes qui au départ avaient plus ou moins de connaissances informatiques, donc parfois pas du tout. Et donc au terme, et ça Mathieu vous expliquera plus, au terme d'une dizaine de jours, voilà ce qui est sorti de l'atelier de Nivelles. Alors on va projeter peut-être celle de Philippe. Pendant 12 ans, j'ai travaillé à la sucrerie de Jona. Chaque jour, je partais à vélo, parfois à 4 heures du matin. Par tous les temps. Mais l'usine a fermé en 2004 et s'est délocalisée en Allemagne. Pendant plus de 125 ans, la sucrerie a rythmé la vie économique et sociale de Jona. Ce patrimoine industriel revêt un caractère historique et affectif pour la population. Depuis mon licenciement, je cherche toujours un emploi. Je rame. La vie est difficile, j'ai l'impression de stagner.
J'habite seul avec ma maman âgée de 83 ans. Elle a des ennuis de santé et cela coûte cher. Si je n'ai pas d'emploi aujourd'hui, ce n'est pas faute d'avoir cherché à me réorienter. J'ai suivi diverses formations pour acquérir de nouvelles compétences. Jardinage, travaux du bâtiment, informatique. Aussi cherché dans divers domaines, tels que la plonge, vendeur, aide ménagère. Depuis le 1er janvier 2015, je me retrouve sans revenu, victime de la nouvelle loi de dégressivité des allocations de chômage dans le temps. Heureusement, j'avais fait un peu d'économie. Mais à force de puiser dans les réserves, celle-ci diminue et il devient vital pour moi de retrouver un emploi. Pour travailler, il me faut une voiture. Pour acheter une voiture, il me faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut que je travaille. C'est le serpent qui se mord la queue. Malgré tous mes efforts pour retrouver un emploi, quel sera mon avenir? Je termine actuellement une formation PMTIC à l'AID de Nivelles. J'apprends à surfer sur Internet, à faire des recherches efficaces, à rédiger et mettre en forme une lettre, un CV. C'est ce qui m'a permis de réaliser cette histoire qui part de ce que je vis au quotidien. Comment je fais pour payer mes factures? J'ai peur que ma carte soit refusée quand je fais les courses. Et si je tombais malade? J'aime les jeux vidéo, mais je ne peux pas me les offrir. Je me prive de certaines sorties. Impensable d'aller au cinéma. À plus de 50 ans, je vois mon avenir en noir. Ce qui m'aide au quotidien, le fait que j'ai des amis qui comprennent ma situation et m'aident à ne pas déprimer. Je me sens puni alors que je fais le maximum pour m'en sortir. Cette nouvelle législation me pénalise complètement. Je ne suis pas le seul et je ne comprends pas ce qui nous tombe dessus. Au départ, je me suis dit que ça ne pouvait pas se passer comme ça, que c'était trop fort. Comment permettre que des personnes vivant sans revenus et qu'elles soient obligées de cohabiter, mais qu'en même temps cela les pénalise? Aujourd'hui, j'espère améliorer ma recherche d'emploi, nouer des contacts, pour entrevoir une éclaircie dans cet avenir que je voudrais meilleur. Donc, voilà une première histoire, celle de Philippe. Et donc, notre souhait aussi à travers ce projet, c'est d'écrire une forme de micro-histoire qui montre voilà, des réalités sociales d'aujourd'hui et qui mettent en lumière aussi des dysfonctionnements de notre société. Ça, c'est un des objectifs. Peut-être qu'on va vous en montrer une autre qui parle aussi d'insertion socio-professionnelle et de la difficulté de trouver un emploi, mais qui a été traitée d'une toute autre manière, en sachant que chacun il met vraiment aussi qui il est. Et c'est ça qui fait aussi toute la richesse du projet. Alors, celle d'Elisabeth qui a 59 ans. Je suis cinquantenaire, je cherche un emploi d'assistante de direction, j'ai un CV en béton, je suis boostée à mort. Je me suis évidemment inscrite dans toutes les agences d'intérim de la région et je consulte tous les sites d'offres d'emploi. Comme je n'ai plus 20 ans, j'essaye de valoriser mon expérience. Bingo! Un jour, je suis invitée en entretien et ça se passe bien. Mais le patron me semble un peu vieux jeu. J'adopte donc un profil classique, je mets en évidence mon passage dans des écoles catholiques et je vois que ça lui plaît. Comme il parle de culture, j'évoque mes 6 ans de piano, l'occasion que j'ai eue de créer un orchestre de musique classique et les concerts que j'ai organisés. Je suis engagée. Chouette alors. Seulement, je me rends compte très vite que non seulement j'ai tout à apprendre de l'entreprise, mais qu'il y a 6 mois de retard à rattraper dans le travail. Avec la personne qui m'a précédée, ça ne s'est pas très bien passé. Avec moi, ce n'est pas que ça se passe mal, mais je ne dois pas prendre trop d'initiatives. Il faut surtout que je rentre dans le moule. Et pour moi, ce n'est pas facile. J'ai tout le temps plein d'idées
et le patron n'aime pas être bousculé. Je m'accorde quelque temps pour aller au bout de l'expérience, mais j'étouffe, j'ai besoin d'air au propre et au figuré. Je vais me battre parce que j'ai envie de travailler avec plaisir et de m'investir avec enthousiasme. Depuis lors, je respire mieux, je suis journaliste amateur et dans ce domaine, l'esclave de personne. Donc maintenant, je vous propose d'entrer un peu dans le décryptage de ces histoires digitales. Quels sont les ingrédients, quels sont les objectifs du projet. Et puis après, Mathieu éclairera plus précisément toute la partie compétences au niveau des logiciels. Et donc là, j'ai une petite introduction qui explique, entre autres, c'est un article qui a été fait pour le journal En Marche des mutualités chrétiennes et qui explique pourquoi on a voulu lancer ce projet. Donc alors, la méthode, donc on procède vraiment par étapes. Alors dans l'atelier qu'on a réalisé avec Mathieu et Nalité du Brabant Wallon, en fait, il y a eu au préalable ces 3 journées, enfin Mathieu expliquera, 4 journées pour découvrir vraiment les prérequis nécessaires pour la composition de ces histoires digitales. Et puis donc après, il s'agissait de choisir le thème. Et donc pour ça, on procède avec une sorte de brainstorming en fleurs. Donc on met un mot au centre, par exemple intégration, et puis de là découlent différents mots qui vont donc donner une sorte de fil conducteur dans la composition de l'histoire. Donc ça, c'est aussi toute une étape de structuration d'un récit. Et là, on accompagne clairement les personnes. Alors pour certaines, ça va plus vite que pour d'autres, mais bon, on y arrive toujours. Et c'est toujours voilà, de belles découvertes. Donc, on travaille avec des logiciels qui sont des logiciels de base, mais aussi des logiciels qui sont libres et gratuits, donc on peut télécharger sur Internet. En sachant que le projet, comme il a démarré dans les pays d'Amérique latine et d'Afrique, il n'y a pas toujours de moyens pour acheter des logiciels bien chers, donc il y a des choses très bien qui existent gratuitement sur Internet. Donc Word, là on va le voir, c'est pour le traitement de texte, la création du storyboard. Donc ça c'est un tableau de colonnes, on verra plus tard. Photosizer, c'est un site qui sert à redimensionner les photos pour qu'elles soient bien visibles, que la qualité soit bonne pour si on projette sur le grand écran. Audacity, c'est un logiciel son. Parce qu'au niveau du son, donc, il faudra choisir une musique de fond et puis il faudra aussi enregistrer son commentaire avec un petit micro. Voilà, c'était tout ça. Il faut juste trouver un endroit calme parce qu'il n'y a pas toujours de gens. Et donc, le programme Movie Maker, il sert à mettre tous les ingrédients, donc photos, son, musique de fond, de les mettre ensemble pour finaliser l'histoire. Donc, tout ça, je vous disais, libre et gratuit via Internet. Oui, donc là, j'ai repris aussi ce qu'ils font de notre mission d'éducation permanente. Donc ça, j'en ai parlé, des enjeux de justice sociale, et donc là, l'inclusion, justement, numérique, je dirais. Ça sont les thématiques qu'on traite aux équipes populaires, donc questions de consommation, donc là-dedans, on rentre aussi bien les questions liées au surendettement qu'à l'environnement, au climat, au réchauffement climatique, enfin, voilà, c'est très vaste. Citoyenneté, démocratie, politique, vivre ensemble, emploi, protection sociale et services collectifs, pauvreté, exclusion, modèle de développement, modèle de société. Donc là, la plupart des histoires rentrent finalement dans ces 6 thématiques. Donc on parvient toujours à trouver un lien et à traiter l'histoire de façon à éclairer sur ces questions-là. Alors voilà, ça c'est un exemple de storyboard. Donc je vous disais un tableau de colonnes. Donc après la recherche des images sur des sites gratuits, en veillant bien à respecter, à prendre des photos qui sont à réutilisation autorisée, donc tout ça c'est un petit apprentissage aussi à faire. Donc les photos, il faut qu'elles aient une bonne dimension, qu'elles soient suffisamment lourdes pour pouvoir être de bonne qualité et pas pixelisées quand on les projette.
Et donc là, on découpe le texte qui aurait été tapé en Word, on le découpe en petites tranches pour voir chaque fois quel commentaire va accompagner quelle image. Donc c'est tout un travail créatif. Hein. Voilà. Alors ça, voilà, j'ai pris quelques débuts d'histoire pour montrer que déjà les 3 premières lignes donnent le ton et donnent envie d'aller plus loin. Donc je vous laisse lire. Je peux en lire 2. Donc la crise économique, un système financier dérégulé, l'absence d'emploi stable peuvent faire basculer chacun d'entre nous dans le déclassement, la précarité, la pauvreté. Donc là, c'est une histoire que Liliane a composée et qui est plutôt une analyse du système néolibéral, je dirais. Donc il y a aussi une sorte de possibilité. Voilà, donc pourquoi ce projet? J'ai repris les grands objectifs en sachant qu'on en découvre, à chaque atelier, on découvre de nouveaux objectifs et de nouvelles raisons de croire à l'intérêt de ce projet. Donc il y a d'une part forcément apprivoiser les nouvelles technologies, donc pour des personnes qui la plupart du temps étaient hors de la toile, donc qui dit hors de la toile souvent sans voix, sans pouvoir se faire entendre. Donc voilà, les histoires sont aussi leur porte-voix, je dirais. Donc valoriser l'expérience acquise, c'est aussi que ces personnes puissent être fières du parcours accompli en sachant que la plupart du temps, les personnes qui se retrouvent dans nos cours sont des personnes qui ont eu des parcours pas évidents et puis que tant bien que mal elles s'en sortent. Et donc voilà, vraiment fières et jeter un regard nouveau aussi sur leur parcours, ce qui peut aider même dans la reconstruction par après de l'estime de soi. Donc il y a aussi toute la question de structurer un récit, en sachant qu'on essaie de travailler avec des mots simples, comme je vous raconterai une histoire à la République, assez naturellement, je dirais. Et puis se positionner en tant que citoyen par rapport à une problématique avec laquelle on est aux prises au quotidien. Ça, c'est les photos de l'atelier, justement, avec l'œil des Brabants Wallons. Dans ce congrès, il y avait quelques personnes qui étaient des chauffeurs routiers qui avaient été licenciés, donc ils ont abordé la question du dumping social. Il a fait son histoire digitale sur le maïs indigène. Donc là, c'est un projet qui se développe, qui est né chez nous au mois de mars. Donc on a commencé par former nos militants aux équipes populaires, et donc Mathieu a été invité à participer à la formation. Et donc là, de plus en plus, on multiplie les ateliers, on travaille en partenariat. Voilà, et maintenant, c'est Mathieu Mandré. Bien, je remercie aussi les personnes qui sont passées avant nous, parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses fortement intéressantes. Et donc, j'ai pu participer au mois de mars à cette formation donc, sur les histoires digitales. Et donc, comme formateur, j'ai trouvé que cette approche-là était particulièrement intéressante pour donner toute une série de contenus à la fois techniques et informatiques. Et donc, derrière tout le programme PMTIC, qui est, on a déjà dit plusieurs fois, qui est cloisonné, cette méthode-là permet de le faire autrement et de décloisonner les choses, puisque sous le prétexte de créer une histoire dont on est soi-même acteur et qu'on peut apprendre encore plus, on peut être fier de soi et avoir une production à la fin du processus d'apprentissage. Et donc, derrière les histoires digitales, on retrouve tous les contenus qu'on peut avoir dans les unités de formation classiques, donc que ce soit la découverte de l'ordinateur, la découverte de Windows, l'utilisation d'Internet, la souris, les fichiers, etc. Et donc je partage aussi ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire qu'on travaille également avec des groupes hétérogènes. Et donc les choses ne se font pas comme ça. Il faut prendre le temps au départ de donner les contenus de manière le plus possible individualisée, même si c'est pas facile, même s'il faut pouvoir avancer en groupe aussi. Alors les premières journées, généralement, elles sont à ma charge, je vais
dire, seul. Laurence, elle arrive seulement après. Et donc, les premières demi-journées, parce que j'estime que ça suffit d'avoir une seule demi-journée par jour pour le contenu plus technique, donc je donne toutes ces matières-là agrémentées de présentation d'exercices. Et puis, donc, arrive Laurence, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va réellement construire les histoires digitales. Et là, il y a un petit bonus, parce que comme on est deux, c'est un peu plus simple aussi à donner. Tout à l'heure, on en a parlé, on disait que c'était une limite d'être seul face à un groupe. Madame avait dit, je pense, 8 ou 9. Moi, j'ai déjà été jusque 12, seul, dans des PMT classiques. Ça, c'est vraiment difficile. Ici, dans ce cadre-ci, quand on fait les histoires digitales, donc on était quand même 12. On était 12, mais à 2. Ce qui favorise quand même vachement l'apprentissage. On a le temps de passer entre l'un et l'autre apprenant. Évidemment, il faut pouvoir s'adapter puisqu'on n'a pas les mêmes niveaux partout. On essaie de faire en sorte que tout le monde avance. Et je vais passer là, bien sûr, aussi. Il faut pouvoir, comment vais-je dire, s'adapter puisque tous ces gens sont différents. Et donc, essayer de trouver la meilleure façon de faire. Alors, donc on passe à 4 journées complètes pour réaliser l'histoire, et là, Laurence, c'est une part importante, puisqu'il va falloir rédiger l'histoire. Donc, rédiger l'histoire, c'est peut-être pas si simple que ça pour des gens qui viennent de milieux différents, qui ont des niveaux d'études différents. Et donc, là, en tant que journaliste, l'expérience de Laurence permet de mettre en avant vraiment les idées que les gens veulent présenter dans leur histoire. Et même si au départ, ils ne sont pas très confiants, parce qu'ils se disent comment je vais faire pour écrire, je ne vais pas savoir mettre un ordre. Mais Laurence, elle a ce don, on peut le reconnaître ça aussi, de mettre en avant les idées des gens et de faire en sorte qu'ils les écrivent très bien. Et elle met assez bien les gens en confiance pour que par la suite, le texte soit suffisamment joli que pour être lu, après dans cette fameuse machine qui est le micro-enregistreur. Après avoir lu le texte, il va falloir le scénariser, c'est-à-dire essayer de faire comme au cinéma, essayer de voir des plans, essayer de visualiser, d'avoir des idées précises de ce qu'on veut montrer aux gens quand on projettera l'histoire. Et ça, c'est pas toujours évident, donc il faut faire aller sa créativité, et c'est là qu'interviennent alors les notions qui ont été acquises auparavant, c'est-à-dire aller sur notamment Google pour aller rechercher toute une série d'images libre de droit. Donc on utilise des options avancées de recherche pour pouvoir trouver des images qui ont une résolution acceptable, avec des photos, comme je disais, avec un poids suffisant, que pourrait être utilisé. Alors c'est pas toujours évident, mais on a quelques ressources de sites pour trouver les images. Alors, après les images, on essaye toujours aussi d'avoir un petit fond musical. Donc, puisqu'on va utiliser un logiciel qui s'appelle Audacity, pour enregistrer la voix. Donc on va d'abord enregistrer la voix sur le micro, ensuite rechercher la musique sur des sites spécialisés avec des musiques libres de droit, et ensuite utiliser ce qu'on appelle les copier-coller, couper-coller dans Audacity pour créer une piste mixée avec à la fois la voix et à la fois la musique. Et c'est vraiment l'apprenant qui va faire lui-même les découpes, la recherche de musique, l'enregistrement ou les enregistrements, parce que souvent il faut aussi prendre à 2 ou 3 fois pour enregistrer correctement, parce que l'apprenant est stressé, parce qu'il parle pas assez fort, parce qu'il bégaye, parce que si, parce que là. Et donc, à force d'effort, on arrive à avoir une piste qui est acceptable, et à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir travailler sur l'ordi et avoir donc la piste de son. Alors, la dernière étape de l'histoire digitale, c'est d'ouvrir Movie Maker, qui est un fameux programme, puisque en quelques étapes très simples, en partant de la gauche de l'écran vers la droite de l'écran, on peut réaliser un film. Nous, on décide 3 minutes 30. Ça fait à peu près 300 mots. Et donc là-dessus, on est intraitable, c'est-à-dire que le texte, dans Word, il y a une manière de monter les mots, et donc il faut, on ne va pas chicaner, hein, si on est à 307, c'est pas grave, mais à peu près 300 mots permet de faire 3 minutes d'histoire, donc ça n'a l'air de rien, et donc ça prend quand même 4 bons jours de boulot.
Et donc dans Moviemaker, on inclut toute une série de choses. Donc, en premier, donc, les photos et toutes les illustrations qu'on veut mettre dans le film dans un ordre chronologique. Ensuite, on ajoute la musique et la narration. Et on vient, si on a le temps, agrémenter ce petit film d'effets de transition, comme on peut faire dans PowerPoint ou dans un précis. Donc on vient mettre des fondus, etc., etc. Et à la fin, on ajoute les dialogues d'intro et de fin qui donnent un peu le générique. Et puis on laisse le programme monter la vidéo s'il n'y a pas de montage. Généralement, les ordi ont eu chaud après 4 jours intenses de formation. Et en fin de formation, donc on organise une petite cérémonie protocolaire comme ça où on va présenter les histoires de chacun. Et donc c'est là que, outre les aspects d'apprentissage informatique et les aspects techniques, on voit que le groupe a aussi évolué en 10 jours. Ils ont appris plus que du contenu technique puisqu'ils se sont positionnés sur les choses qu'ils ont voulu défendre. Ils ont aussi appris peut-être à se resocialiser aussi, parce que pour beaucoup, c'est un moyen de rompre l'isolement. Et donc, en présentant ça au groupe, l'apprenant a quand même une grande fierté d'avoir réalisé ce travail, parce que, mine de rien, il y a le français, il y a l'écriture, il y a l'apprentissage technique, il y a le fait d'être avec les autres, de se confronter à des contraintes de temps, des contraintes du formateur, la mauvaise humeur de Laurence et la mienne quand on ne va pas, non c'est pas vrai. On essaye toujours d'être de bonne humeur et de faire en sorte que tout se passe bien. Et puis c'était généralement vers les derniers jours qu'on avait là aussi, hein, parce que c'est souvent très émotionnant. Et donc voilà où j'en suis. J'ai pas suivi absolument pas mon truc, mais c'est pas grave. Oui, donc, on disait tout à l'heure, j'aimais bien ce que Madame disait tout à l'heure en disant que le formateur n'était pas là avec ses savoirs, mais c'est à chaque fois vrai dans chaque formation PMTIC, et notamment dans celle-ci. Hein, donc, moi je viens en soutien, je ne viens pas pour apprendre. Oui, j'ai quelques ficelles, j'ai quelques facilités, mais tout le monde connaît toujours au moins quelque chose qui peut valoriser. Alors, dans la mesure du possible, les gens qui font le PMTIC et les histoires digitales se débrouillent seuls. On les tient par la main pour dire ça. Juste les tenir par la main pour qu'ils arrivent au bout à quelque chose de concret. Et donc, réaliser ce qu'on appelle des petites victoires. Un peu réaliser son texte, écrire son texte, c'est une petite victoire. Le mettre en forme, c'est une petite victoire. L'enregistrer, c'est aussi une petite victoire. Dans tout ce processus-là, il y a évidemment les unités de formation du PMTIC. Je vous avoue que je ne les connais pas par cœur et que je ne les suis pas chronologiquement. J'essaye de faire au mieux pour intégrer les savoirs qui sont prescrits sur le site. Comme je ne fais rien comme tout le monde, voilà, je me permets la liberté de ne pas faire dans l'ordre, parce que je m'adapte au groupe, comme Madame l'a dit aussi auparavant. Je suis, pour faire une petite analogie dans un film, je suis un peu le maître Jedi qui a ses padawans, pour ceux qui connaissent. Et donc, à la fin, tous les apprenants deviennent des maîtres Jedi puisqu'ils ont chacun leur histoire. Voilà. Alors, un petit souvenir en passant. Voilà, donc le groupe expérimental d'histoire digitale du mois de juin, avec votre serviteur tout à gauche. Et Philippe, on a passé son histoire et il est à côté de moi, celui qui travaille à la Super. Alors, moi je vois déjà la dièse suivante, et la dièse suivante, c'est pour toi. Donc, oui, ça c'est les perspectives qui s'ouvrent. Donc on va travailler avec des partenaires flamands en se disant qu'on pourrait faire une sorte d'interculturel belgo-belge. Et puis, donc on a aussi un projet annuel à la demande du RIS. Donc là, on va travailler avec des jeunes qui bénéficient du RIS, Revenu d'intégration sociale. Et l'idée, c'est après, en fait, tout est un peu expérimental à ce stade, je dirais. L'idée, c'est d'aller avec ces personnes-là, travailler en maison de retraite avec des personnes âgées qui souhaiteraient participer à l'expérience,
qu'elles livrent leur histoire et qu'après donc, les jeunes avec qui on a travaillé puissent les traduire en histoire digitale. Voilà. Donc en fait, chaque association avec laquelle on travaille nous amène à revoir, à adapter, à améliorer aussi notre pratique, je dirais. Et alors, il y a aussi un objectif que j'ai oublié de dire et qui est aussi important. En construisant l'histoire digitale, ça permet de voir un petit peu aussi comment fonctionne l'image, le travail de l'image à l'écran. Donc c'est aussi pouvoir jeter une sorte de regard plus critique par rapport aux médias. Et entre autres, ce projet, quand il a été mené au Brésil, il poursuivait vraiment cet objectif-là, parce que là, il y a pas mal de télé commerciales. Et donc, décrypter ce qu'on fait avaler aux spectateurs à longueur de journée, ça a tout son sens. Et l'histoire digitale, c'est une façon de jeter un regard plus critique, de mieux comprendre. Alors, aussi, ce qu'il faut dire, c'est que par rapport, par exemple, au thème choisi, il y a des choses parfois qui sont un peu touchy, donc ça veut dire qu'on doit aussi être attentif à mettre des balises. Il ne faudrait pas que l'histoire se mette à taper un blé rouge. Je dis ça parce que je parle d'expérience. Oui, un exemple qu'on a eu, c'est une personne dont le mari était gardé en prison. Donc cette personne voulait traiter de la thématique des plus qui ne font pas grand-chose. Donc là, on a dit non, enfin, il faut traiter les choses de façon à ne pas, comment dire, à ne pas taper à bout et bouche sur une catégorie de personnes. Il faut garder une éthique, une déontologie dans les thématiques traitées. Alors, vous dites aussi que les photos ne sont pas les photos des personnes elles-mêmes, donc c'est des photos qu'on trouve sur Internet, donc l'anonymat peut être tout à fait sauvegardé si les personnes le souhaitent, mais là c'est aussi la géométrie variable, soit elles acceptent qu'on montre leur histoire, soit elles disent non, moi je préfère garder ça pour moi. On est en train de constituer un site où on va rassembler toutes les histoires par thématique. Mais, donc c'est une histoire au début de l'histoire des histoires digitales, en tout cas dans ce cadre-là, et elle s'écrit un peu avec, voilà, avec les bonnes idées de tous, les réflexions, analyses de chacun. Est-ce que il y a des choses que vous auriez envie de dire après ces trois histoires ou des questions?